Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de ce soir qui est sur un thème qui nous tient à cœur, la partie innovation digitale au sein de l'hôpital et son intégration qui se fait grâce au rôle essentiel des DSI. Alors aujourd'hui, donc Florence Moreau, je suis une des cofondatrices d'Incepto, en charge de toute la partie R&D. Et comme vous le savez sans doute, Incepto, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue et on co-crée des solutions d'intelligence artificielle pour la radiologie. Aujourd'hui, avec nous, on aura Lifen, qui est pas sur la partie radiologie et plus sur la partie médecine de ville. Et pourquoi nous sommes tous ensemble aujourd'hui, Lifen, Incepto, sur le même sujet, c'est qu'on partage des visions communes. En fait, comment une conviction très forte sur le rôle de la technologie et du digital au service des médecins et pour une meilleure prise en charge à la fin des patients. On partage bien des valeurs communes, mais aussi, du coup, chacun a une plateforme qui lui est propre, qui est très ouverte d'un point de vue technologique pour pouvoir accueillir des solutions de partenaires, mais aussi travailler de façon très étroite avec les DSI dans la partie intégration et innovation au niveau des usages. Donc ce soir, Dali Kilani va animer cette session, mais avant de lui passer la main, je voulais remercier et du fond du cœur nos différents partenaires qui vont venir, qui sont ici dans ce webinaire, avec qui nous travaillons déjà depuis longtemps et qui ont accepté de participer ce soir, d'animer cette session en donnant leur feedback. Un grand merci à l'avance du temps que vous avez pris pour préparer et pour animer ce soir. À toi, Dali. Merci beaucoup, Florence, pour cette introduction. Je remercie tout le monde. Dali Kilani, moi, je suis directeur technique, donc CTO au sein de Lifen. Lifen est une solution d'échange de données médicales, que ce soit sous la format de documents ou autre, qui a comme ambition de simplifier l'échange d'informations pour simplifier la prise en main ou, en tout cas, les services, la livraison de services médicaux pour les patients. Et donc, on est présent à la fois au sein des établissements, mais aussi au sein en ville, comme Florence l'a bien mentionné. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir trois intervenants. Madame Christine Pichon, qui est le DSI du CHU de Rennes, Monsieur Philippe Boulogne, qui est le DSI de l'hôpital Foch, et Monsieur Cyril Toudy, qui est responsable IT et opération au groupe 3R. Je les laisse un petit peu nous partager un petit peu ce qui les a motivés pour participer à ce webinaire. Et puis, on va plonger un petit peu dans notre sujet. Madame Pichon. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le sujet de l'intelligence artificielle et des plateformes est un sujet qui est très, très d'actualité chez nous. Et puis, le rôle des DSI dans ces transformations et dans cette accélération du numérique est vraiment fondamental au sein des hôpitaux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer ce soir avec mes collègues représentants des DSI dans d'autres établissements. Monsieur Boulogne. Écoutez, moi j'ai participé à ce webinaire pour plusieurs raisons. Nous sommes maintenant dans une société qui voit une transformation numérique quotidienne. À Foch, on essaye d'être un petit peu innovant, donc autour des sujets de l'intelligence artificielle, des services numériques aux patients, le big data, etc., etc. Et puis on a en perspective une transformation numérique liée aussi au Ségur de la santé. Donc, il y a beaucoup de raisons qui militent en faveur d'une discussion autour de ces sujets. Super. Monsieur Toudy, je pense que l'IA est un peu au cœur de pas mal des projets que vous menez. Oui, exactement. Bonjour à tous. Puis merci déjà à Lifen Incepto pour l'organisation de ce webinaire. Moi, c'est vrai que c'est des sujets qui sont plus que présents cette année avec un peu une révolution au sein du groupe auquel j'appartiens, donc le réseau radiologique Roman, qui est un ensemble d'une dizaine de centres de radiologie. Et en fait, on est plutôt tourné depuis historiquement vers l'innovation et l'intelligence artificielle fait partie ou fera partie de notre ADN, je pense, dans les prochaines années. Donc,
Donc, beaucoup de défis qui ont été déjà remportés et d'autres à venir pendant cette année et les prochaines années à venir. Et donc, si on plonge un peu sur notre première partie, notre premier thème, c'est finalement cette explosion des services numériques. Madame Pichon, je m'adresse à vous. Comment elle est vécue au sein de la DSI d'un hôpital? Quels sont vos constats sur ces apports-là? Et en gros, comment ça change le rôle de la DSI au sein d'un établissement? Toute cette foison d'arrivée de plusieurs services numériques d'un coup là. Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, un grand nombre de forces s'exercent sur nos DSI hospitalières. On a des actions de dématérialisation, la mise en place des GHT, le renforcement du lien ville-hôpital, les services numériques aux patients, comme l'indiquait Philippe Boulogne, et puis une pression réglementaire aussi assez forte. Donc, tout cet ensemble-là pèse, ou en tout cas met en mouvement les DSI très, très largement. Les nouveaux projets, les appels à projets aussi auxquels peuvent répondre nos métiers, les articles 51, les appels à projets des GOS, etc. Tout ça font que les sollicitations sont vraiment extrêmement nombreuses. Alors, on peut dire aussi que les DSI deviennent un acteur vraiment stratégique au sein de la transformation des hôpitaux, de par le rôle transverse que l'on peut avoir dans vraiment tous les secteurs de l'hôpital. Et ce qu'on peut constater, en tout cas aujourd'hui, c'est que les outils numériques induisent la transformation des métiers et agissent très souvent en catalyseur de transformation des organisations. Donc, on est vraiment au cœur de cette transformation. Alors, l'impact de cette accélération, elle est sévère pour les DSI. Je verrai si mes collègues diront la même chose, mais on doit jongler entre le maintien en conditions opérationnelles de tout ce qui est déjà en place. L'actualité d'hier, pour ceux qui l'ont suivi, ont pu montrer qu'on doit faire face, on doit être prêt à faire face aux incidents lorsqu'ils se présentent. Mais en tout cas, une de nos raisons d'être, c'est le maintien en conditions opérationnelles. Aujourd'hui, on va dire au moins 70% de nos effectifs, ils consacrent leur temps. Ce qui fait que nos DSI doivent à la fois avoir l'agilité nécessaire sur les nouveaux projets et leur cortège d'acteurs, avoir aussi une bonne compréhension des métiers pour apporter des réponses pertinentes. Et cette équation, elle est parfois difficile à résoudre au quotidien. Merci de ce constat assez détaillé. Et donc, Monsieur Touly, vous, de votre côté, ça, on a entendu un peu le tour d'horizon côté d'un hôpital, d'un grand établissement de santé publique, le CHU de Rennes. De votre côté, dans le privé, comment vous voyez le constat? C'est vrai que pour nous aussi, c'est des gros défis et des grosses transformations à faire. Et parfois, on a besoin, alors parce que malgré tout, on n'a pas forcément les mêmes moyens en termes de ressources humaines, etc. Nous, il a fallu, pour cette digitalisation, parce que parlons d'abord de la digitalisation, et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un maillon de plus dans cette digitalisation, mais il a fallu vraiment, nous, au sein de l'établissement, de réorganiser un petit peu l'équipe informatique, de faire aussi appel à une certaine externalisation de certains services parce qu'il y avait certaines expertises et compétences qu'on n'avait pas au sein de l'établissement, au niveau du réseau, au niveau aussi système. Et donc, c'est vrai que ça a été une vraie transformation et qu'il a fallu mener souvent dans des temps très très courts. Donc, je rejoins tout à fait Madame Pichon. On doit continuer de faire tourner le système de production actuel, tout en intégrant des nouveaux projets, des nouveaux systèmes de communication. Typiquement, nous, du jour au lendemain, on avait énormément de rapports qui étaient encore fournis par le fax. Et les médecins étaient très très contents d'avoir le résultat radiologique par fax. Et du jour au lendemain, le fax disparaît et on doit mettre en place un système, par exemple, de messagerie cryptée par email. Donc c'est ce genre de défi quotidien, j'ai envie de dire, qu'on est obligé auquel il faut faire face. Oui. Et donc, merci. Et donc, du coup, Monsieur Boulogne, en fait, dans le cadre de l'hôpital Foch, vous avez mentionné, c'est un hôpital qui se positionne, qui essaie d'être innovant. Ça se matérialise comment cette explosion de services numériques
dans votre quotidien? Je pense que cette transformation, elle a été croissante. Un petit indicateur, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans, on avait dans nos bases patients un taux faible de patients qui disposaient d'une adresse email et d'un numéro de portable. Or maintenant, on a des scores qui sont supérieurs à 70%. Donc, du côté de nos patients, on a aussi une attente vis-à-vis des services numériques. Donc, bon, je ne veux pas répéter ce que disait Christine, c'est à la fois jongler avec le maintien en conditions opérationnelles et puis on va dire une forme d'agilité maintenant où on nous demande d'être réactif, efficace et rapide. Donc, on doit mettre à disposition des services numériques usagés, je l'ai dit. Donc, ça passe par les résultats de laboratoire en ligne, les comptes rendus d'imagerie en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, les possibilités de téléconsultation, mettre à disposition des applis sur smartphone pour les patients, de la géolocalisation dans l'hôpital. Christine en a parlé également, la dématérialisation de l'envoi des comptes rendus vers la ville. Ce que l'on fait d'ailleurs avec notre partenaire l'IFEN. On travaille sur des questionnaires intelligents en ligne pour mieux qualifier et orienter le patient, les portails de préadmission en ligne, etc. etc. Donc, ça fleurit, ça doit être rapide, efficace. On essaye également de tendre vers une politique zéro papier, donc intégrer les documents des patients dans notre DPI. On tend vers la dématérialisation des consentements. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Donc en général, ce type d'outil est développé avec des startups qui sont actives et plutôt rapides. Donc, c'est à nous de nous adapter également. Et puis, l'intelligence artificielle, il faut plus la voir comme un outil d'aide à la décision ou un outil qui permet de gagner du temps et pas autre chose. Donc on a ça, et puis on a l'utilisation de nos données, de nos entrepôts de données. On fait quoi de nos données? On les travaille avec de l'IA ou pas? Enfin, on a énormément de sujets qui nous sont arrivés, on va dire, presque tous en même temps. Donc, justement, je rebondis là-dessus. Ouais. Je rebondis là-dessus, M. Boulogne. Justement, l'IA, parlons-en. Oui. En gros, en quoi l'IA a changé fondamentalement. En tout cas, l'arrivée de cette volonté d'avoir des algorithmes qui permettent de prédire certaines choses ou d'aider à l'aide de diagnostic, d'assister le médecin, bien sûr. On parle toujours d'un médecin où l'IA est un outil de plus à la disposition. Comment ça a impacté? Quelles sont les implications dans le quotidien du médecin, quotidien de la DSI, et quelles sont les évolutions qui ont été nécessaires pour introduire ce type de service au sein de la DSI? Alors, sur l'IA, nous, on travaille essentiellement sur l'imagerie, donc avec Incepto, sur, par exemple, la détection de nodules thoraciques à partir d'une radiothorax. On travaille également sur l'amélioration de la prise en charge des AVC, de la sclérose en plaques. On va commencer à travailler sur la mammographie, mais avant tout, je pense qu'il faut que les radiologues soient convaincus que c'est une aide pour eux, qui va leur faire gagner du temps, et ce n'est pas du tout quelque chose qui va remplacer leur activité à terme. Donc ça, une fois que vous avez embarqué les radiologues dans ce type de projet, qu'en général on fait un POC, on regarde ce que ça donne, je pense qu'on a suscité une certaine adhésion et ils sont plutôt moteurs pour faire éventuellement de la co-construction, parce que l'intelligence artificielle n'a de sens que si elle est alimentée. Donc, faut vraiment établir une forte collaboration et essayer d'avoir une forte implication des radiologues pour le sujet de l'imagerie, chose qu'on a à peu près réussi à faire à Foch. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On va travailler aussi sur la NAPAT, puisque l'IA peut faire du comptage de cellules, ce que font les anatomopathologistes plutôt avec le microscope et à la main. Donc, il y a énormément d'applications sur l'IA. Et en fait, si je fais une petite métaphore, c'est comme un scalpel, mais sans chirurgien, on ne fait pas d'opération. Donc, c'est exactement pareil. C'est un peu l'idée. On peut faire de l'IA aussi pour améliorer nos recettes. L'IA peut être utilisée sur l'optimisation des codages ou
envisager des propositions optimales de codage. On peut voir l'IA aussi sur la modélisation du raisonnement humain qui va permettre de décliner, par exemple, des questionnaires vis-à-vis des patients qui vont venir en consultation d'anesthésie pour essayer de définir un seuil de criticité de ce patient qui va mériter une plus grande vigilance de l'anesthésiste. Enfin, il y a énormément de choses. Bien sûr. Je rebondirai au fait pour dire, chez l'IFEN, par exemple, M. Boulogne a mentionné qu'on aidait l'hôpital Foch à justement dématérialiser les échanges de documents de l'hôpital vers la ville. Nous, on fait travailler aussi de l'IA pour justement reconnaître les types de documents, classifier, pour aider à les ranger, aider à la consommation, à les ranger dans le DMP potentiellement de façon avec le bon codage du document pour qu'il soit plus facilement trouvés, etc. Donc ça a été aussi une valeur ajoutée de l'IA de l'IFEN en tant que partenaire pour les établissements. Et si je rebondis aussi sur M. Touly, je sais que vous avez pas mal de projets justement autour de l'IA au sein de l'hôpital, au sein de vos établissements. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quels ont été les challenges au fait d'introduire l'IA dans votre environnement? Oui, alors c'est vrai que ce qui est très important avec tous ces logiciels qui peuvent amener aussi beaucoup de fantasmes, c'est vraiment, avant toute chose, de poser les objectifs et vraiment de dire qu'est-ce qu'on attend de ces logiciels. Et c'est vrai qu'il faut vraiment tout de suite parler. C'est absolument pas, comme on a pu le voir, on le voit de moins en moins, mais l'outil qui va remplacer le médecin. Il y avait toujours beaucoup de fantasmes là-dessus. Après, il y a eu beaucoup de discussions dans tous les congrès. On parlait quelle est la responsabilité? Est-ce que la responsabilité va être sur ce logiciel, sur les fournisseurs de logiciels, sur le médecin? Non, en fait, maintenant, c'est très clair. Ça reste un outil d'aide à la décision, généralement, qui est juste, je ne devrais pas dire ça, mais qui est en fait essentiel pour améliorer, donc c'est améliorer le médecin et la compétence du médecin. Et toutes les études cliniques le montrent. Généralement, on fait toujours l'expert avec l'IA. Et les courbes sont toujours supérieures avec l'IA. En tout cas, c'est comme ça que les logiciels sont évalués. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important au début de tous les projets. Et après, par rapport au rôle du DSI, parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui nous concerne aujourd'hui, le rôle du DSI dans tous ces projets-là, c'est d'accompagner les médecins, le monde médical. Alors, depuis déjà pas mal de temps avec la digitalisation, on a un rôle essentiel dans tous les projets médicaux qu'eux vont pouvoir monter. L'informatique est dans tous nos établissements un service critique. Il y a plus personne qui va se dire on peut se passer de l'informatique de nos jours. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on est même encore obligé d'avoir encore une plus grande symbiose entre l'informatique et donc les DSI et puis le monde médical, à commencer par les médecins. Et c'est cette, j'ai envie de dire, relation qui est peut-être un petit peu nouvelle avec l'intelligence artificielle. Et encore une fois, notre rôle à nous, ça va être d'accompagner le médecin, de lui fournir les outils en temps et en heure. Quand je dis en temps et en heure, c'est que un des avantages aussi maintenant de ces logiciels d'intelligence artificielle, c'est qu'ils sont performants et qu'ils sont capables de donner des résultats quasiment en temps réel. Alors certains, par exemple, quand on parlait le suivi de CEP, etc., on parle de 2-3 minutes. C'est pas très grave pour le radiologue, il est tout content. Mais quand on va parler, par exemple, d'une détection de fracture au niveau d'un service d'urgence, etc., et ben là, il faut des résultats tout de suite. Et c'est des choses qui sont maintenant possibles et disponibles. Donc, c'est là que sont les grandes transformations actuelles, quoi. Et pour consommer ce type de services qui sont orientés IA, c'est plutôt des services qui sont disponibles grâce à des plateformes, qui sont déployés au sein de SI de l'hôpital, qui se branchent sur des données qui sont au sein d'outils qui sont déjà existants. Donc, c'est des fonctionnalités en plus dans des outils existants, ou bien est-ce que c'est des outils tiers? Est-ce que c'est des outils en type SaaS dans le cloud? Comment vous consommez ce type de solution d'IA, en fait, finalement? On consomme tout. non, ça va aller vraiment du logiciel qui va faire effectivement une détection, analyse des nodules, donner finalement le résultat et on va devoir comparer ceci à l'analyse du médecin. Par exemple, détection de fractures, etc. Mais aussi quelque chose qui va pouvoir aider
typiquement, si on parle de la scénologie, l'examen de mammographie en lui-même va être assez pauvre en termes de résultats diagnostiques. Il est souvent besoin d'accompagner ça de l'échographie. Donc, on va rajouter une pierre de plus, et donc c'est l'ensemble le résultat de l'IA, la mammographie, l'analyse du radiologue et l'échographie, peut-être un examen clinique en plus qui va lui permettre de faire son diagnostic. Donc c'est vraiment, il y a vraiment tout type de service. Et c'est vrai qu'on a une multitude, on en reparlera peut-être plus tard, une multitude de solutions. Donc, il faut aussi réussir à pouvoir, pas uniformiser, mais en tout cas, rassembler tout ça dans une seule voie, je pense, et une seule solution pour pas non plus trop partir dans tous les sens. Et donc, je me tourne vers Madame Pichon, parce qu'au CHU de Rennes, ma compréhension, c'est que l'IA s'est déjà introduite au sein du CHU, si vous pouvez nous en dire plus, et puis est-ce qu'il y a eu des challenges spécifiques auxquels vous avez été confrontés pour arriver à déployer ce type de service au sein du CHU? Effectivement, le CHU explore aujourd'hui un certain nombre de solutions, à la fois en imagerie et en anapath également. Sur le volet alors, imagerie, on est engagé en fait sur les deux phases des algorithmes d'IA, c'est-à-dire la phase de co-construction avec Incepto. On a un projet là sur le dépistage du cancer de la prostate avec la plateforme d'annotation. Donc, ça, on est plutôt dans le monde de la R&D, entre guillemets, ou en tout cas de la co-création. Et puis, on a d'autres projets où on est en mode routine, où là, le challenge, en tout cas la partie que peut apporter la DSI, c'est comment intégrer les modules d'IA, qui sont des modules tiers, dans un flux de travail d'un professionnel, sans qu'il ait à sortir de son environnement de travail. Et ça en soi, c'est un challenge. Puisque, en plus, quand on fait appel à des modules qui sont sur du cloud, par exemple, il y a aussi des aspects de sécurité, de confidentialité, etc. Donc, c'est un vrai défi aussi pour les DSI de mettre en place ces modules et de rendre le travail fluide pour nos praticiens. Donc, voilà aujourd'hui où se situent nos actions côté DSI. Très intéressant, ça nous permet de rebondir justement dans ce sens-là, c'est de dire ces challenges-là, amener des nouveaux outillages numériques sur de la donnée évidemment sensible, évidemment qui est assujettie à un consentement du patient, où tous ces traitements-là sont dans des finalités de traitement évidemment cadrées très spécifiquement et très strictement par le RGPD. J'aimerais me retourner un petit peu vers M. Boulogne parce que je sais que c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. Quels sont les vrais challenges d'un point de vue, par exemple, quand on essaie d'intégrer un institut de start-up qui s'adresse à vous et qui dit je peux faire de l'analyse d'imagerie et aider vos radiologues à être efficaces. Quelles sont les questions que vous vous posez immédiatement avant de réfléchir à éventuellement intégrer ces applis? Qu'est-ce qu'une solution de deux personnes innovantes qu'ils ont fait dans leur coin? Quels sont les critères par lesquels ils doivent passer, qu'ils doivent remplir pour arriver à se déployer à l'hôpital Foch? La première chose, c'est je demande la validation de mes radiologues préférés. Donc, il faut passer forcément sous les fourches codines des radiologues pour avoir une validation. À partir du moment où il y a une certaine crédibilité, on fait ce qu'on appelle en général un POC. On regarde le périmètre qu'on veut cibler et puis on regarde également, parce qu'on n'a pas parlé, mais un de nos sujets de travail permanent, c'est l'interopérabilité. Donc on regarde si ce POC était validé, comment en production on pourrait l'intégrer. Ça reprend un petit peu ce que disait Christine sur la fluidité de l'utilisation des outils. Donc interopérabilité, cryptage, sécurité, conformité RGPD, anonymisation ou pseudonymisation, tous ces critères font partie des choix techniques, et puis le prix aussi. Bien sûr.
Voilà. Donc une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, on pèse le pour, on pèse le contre, on regarde la motivation des radiologues parce qu'il faut aussi du temps de radiologue pour s'impliquer. Et une fois qu'on a tout ça, en général, on se lance et puis après, on fait un prototype et on valide. Donc voilà, c'est un peu l'idée, hein. Après, sur un même sujet, il y a un certain nombre de concurrents qui peuvent taper à la porte, hein. Donc après, c'est une histoire de confiance, de qualité de service, de réactivité, d'efficacité et également de coût. Excellent. Et donc, du coup, moi, je me retourne là vers M. Touly. Là, on a parlé de sécurité, conformité. On sait que le sujet de la cybersécurité est vraiment dans toutes les têtes, parce qu'on sait que tout le secteur a été impacté depuis à peu près 24 mois de façon assez sévère. Qu'est-ce que vous, comment vous le vivez au jour le jour, ces cyber-risques, cette intégration de solutions tiers au sein de votre SI, comment vous gérez tout ça? C'est là que effectivement on doit nous intervenir en un rôle essentiel parce que effectivement on va pouvoir se retrouver avec des solutions qui vont plaire à nos radiologues préférés et même à ceux qu'on n'aime pas. Mmh. mais la première chose qu'il faudra qu'on fasse, ça sera une identification des risques. Et donc bénéfice, un pourcentage bénéfice-risque par rapport à toutes les solutions et toutes choses qu'on va pouvoir amener dans le réseau au niveau du groupe. Donc, bon, nous, personnellement, on a toujours une politique de vouloir intégrer le plus de choses possible, mais en limitant au maximum les accès. Donc, c'est vrai que la première chose pour laquelle on était attiré, en particulier avec les solutions d'Incepto, c'est que eux viennent en disant, mais nous, on ouvre une seule porte, entre guillemets, on a une porte d'entrée, et c'est tout. Et on vous demande juste de sécuriser cette porte-là, on va la sécuriser ensemble, entre guillemets, et même si vous avez 10 solutions d'IA qui vous intéressent, 15, 20, au niveau sécurité, on va pas faire 15 fois le travail, on l'aura fait une fois, et une bonne fois pour toutes. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très, très intéressant pour nous, parce que si on revient sur notre architecture globale, c'est comme ça aussi qu'on a pensé notre réseau, avec une seule, j'ai envie de dire, une seule porte. Malgré le nombreuses interopérabilités qu'on a, on a finalement qu'une seule porte d'entrée dans le réseau. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais ça permet de limiter les risques, encore une fois. Et après aussi, un autre avantage de limiter comme ça, c'est de pouvoir travailler aussi avec un seul partenaire pour l'intégration des résultats. Parce que ça, c'est très important. On peut très bien avoir des résultats qui vont être très, très intéressants. Si on n'arrive pas à les intégrer correctement dans le workflow du radiologue, finalement, ils vont peu servir. Absolument. Et Madame Pichon, je sens que vous frémissez de réagir à ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient spécialement à cœur puisqu'on on en a parlé dans notre collaboration entre le CHU de Rennes et l'IFEN. Donc, je vous laisse la parole. Donc, effectivement, ces sujets de RGPD sont au cœur de nos préoccupations. Donc, le CHU de Rennes s'est engagé dans la certification HDS, certification qu'elle a passée avec succès fin mars. Et donc, c'est une démarche extrêmement exigeante, mais aussi c'est un gage de qualité et de professionnalisation de nos pratiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, donc, si le niveau d'exigence monte au sein de notre DSI, elle monte de la même manière vers nos fournisseurs auxquels on va demander d'être conforme au niveau de certification et de qualité qu'on s'est donné, quoi. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, pour chacun de nos nouveaux projets, ce n'est pas spécifique au projet d'IA, mais on va dérouler ce que je vais appeler un kit RGPD HDS, une appellation interne où on va dérouler nos analyses de risque, les procédures dégradées, important, sujet d'actualité, encore une fois, avec l'histoire de téléphonie là sur le 15, les restaurations sur incident, etc., etc. Et donc, on peut dire aujourd'hui que notre niveau de sécurité globale, ça va être celui du maillon faible. Donc, on va demander à nos partenaires de vraiment nous venir avec les mêmes gages de qualité et de sécurité quand ils s'adressent à nous.
Et bien évidemment, le plus nos partenaires sont rodés déjà à ces démarches ou à ces niveaux de qualité, et le moins chronophage, c'est de part et d'autre de se mettre au niveau, quoi. Absolument. Cet aspect sécurité est quelque chose, par exemple, là je parle au nom, enfin, de notre point de vue, hein, côté l'IFEN, on a démarré notre démarche de certification HDS en tant qu'entreprise, un peu comme vous venez d'en parler, hein, il y a plus de 2 ans, et on a été certifié en tant qu'entreprise sur tous nos processus internes. C'est une démarche exigeante, mais qui a permis de construire cette relation de confiance avec tous nos partenaires, hein, tous les établissements. Et donc, et ça se voit aujourd'hui que tout l'écosystème essaie de faire un saut quantique au fait en qualité sur les aspects de cybersécurité, de conformité, etc. Et ça, on le voit dans le cadre du Ségur de la santé. Et donc, et là, je m'oriente vers Monsieur Boulogne justement parce que le Ségur de la santé, on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les motivations, quels sont les enjeux, quelles sont les implications sur les DSI dans un environnement hospitalier? Ouais, donc je vais essayer de faire un petit résumé. Je pense qu'il en manquera des morceaux, mais donc je participe avec certains collègues DSI au volet numérique du Ségur qui est piloté par Dominique Pont et Laura Letourneau. Si je résume, donc au 1er janvier 2022, il sera possible de créer son DMP automatiquement, sauf opposition du patient. À cette date, il y aura également la mise à disposition d'un espace numérique de santé dans lequel le DMP sera installé. Chaque citoyen également aura un identifiant national de santé qui est délivré par un web service qui sera délivré par un web service de l'assurance maladie. Donc là, déjà, on voit tout de suite un impact fort sur nos logiciels de gestion administrative du patient, nos GAM, puisque nos éditeurs vont devoir se mettre à niveau, vont devoir valider des versions, et nous aurons l'obligation de migrer vers cette version. Dans cet espace numérique de santé, donc il y aura évidemment le DMP, il y aura une forme d'agenda qui sera en fait un container qui agrège tous les événements de la vie du patient. Il y aura une messagerie sécurisée pour le patient qui sera ins@patient.mssanté.fr, sauf erreur de ma part, et puis un store. Alors un store, ça veut dire qu'un certain nombre d'éditeurs de logiciels vont devoir être conformes aux prérequis techniques pour être connectés et connectables à ce store. Donc il y a déjà eu un appel à projet pour sensibiliser les éditeurs de logiciels sur ce sujet. Donc en gros, voilà. Et puis ce store, par exemple, on pourra utiliser nos applications de suivi post-op de nos patients, de suivi à domicile, dans la mesure où cette application, cette app sera connectable. L'accès à cet espace se fera par Pro Santé Connect. Et donc, là aussi, une fois de plus, il y aura un fort impact sur les DSI, sur le changement de la version du logiciel de gamme, évidemment, mais aussi, une fois que nous aurons une version qui permettra la délivrance de l'INS, il faudra embarquer cette INS dans tous les flux de toutes nos applications satellites, donc dans tout l'écosystème. Donc là, c'est un gros travail. Et donc, y compris d'ailleurs pour vous, l'IFEN, puisque l'alimentation du DMP se fera aussi de manière indexée à l'INS. Donc voilà, c'est un très beau projet. Le DMP, on en a parlé, c'était l'Arlésienne. C'est un excellent projet qui a l'air d'être bien parti. Il y a même des décrets au Conseil d'État qui sont parus. Il y a des financements, donc aussi bien côté éditeur que côté hôpitaux avec des indicateurs d'usage. Donc voilà, on y va. En tout cas, moi, je peux vous rassurer, M. Boulogne, on y travaille fortement pour que tous les flux aient l'INS et que, confidence pour confidence, en fait, on a déjà fait des premières interactions avec l'ENS, avec les boîtes pour les patients de messagerie entre l'IFEN et l'espace ENS, en fait, et ça marche assez bien. Donc, on est là, on accompagne
Et le choix le fait d'avoir choisi une plateforme comme Lifen pour justement gérer l'interconnexion avec le monde extérieur à partir de l'hôpital Foch, ça fait aussi que vous aurez rien à faire quasiment de votre côté pour qu'on puisse ranger les documents dans l'ENS pour les patients qui passent à l'hôpital Foch, et ça sera avec quasiment zéro effort de votre côté. Donc voilà, on vous rassure, vos choix sur les plateformes sont des choix qui porteront dans le futur. Monsieur Touli, je retourne vers vous justement pour là, on va prendre les deux dernières, enfin, je vais poser les deux dernières questions avant qu'on prenne les questions qui sont nombreuses de la part des personnes qui participent à ce webinaire. Donc, on va prendre le temps de répondre à un maximum de questions. Et donc, Monsieur Touli, moi, je voulais un petit peu savoir, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre architecture de votre SI, justement, pour intégrer ce type de solution? Parce qu'on a parlé d'Incepto en tant que plateforme, très bien. Mais est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des silos de données qui ont dû être cassés? Est-ce qu'il y a des choses justement, pour brancher des choses au sein du SI de l'hôpital, est-ce qu'il y a des enjeux de ce côté-là? Oui, alors il n'y a pas réellement de changement d'architecture, mais par contre, ce qui manque beaucoup, alors je pense que en Suisse, c'est la loi de protection des données, qui est une petite sœur, je pense, du RGPD. Enfin, en tout cas, la dernière version qui est sortie en mars 2020 était très, très inspirée de RGPD et qui remet vraiment le patient au centre de beaucoup, beaucoup de décisions. Ce qui fait que dans notre workflow, on doit souvent adapter des nouveaux processus, des nouvelles façons aussi. Typiquement, si à l'accueil du patient, il souhaite avoir telle solution et pas telle autre solution, etc., etc., on n'a parfois pas les outils informatiques pour gérer toutes ces préférences. Et ça, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment un défi pour nous. C'est de donner vraiment un peu à la carte ce que souhaite le patient. Et on nous demande de respecter le choix du patient. Donc, de pouvoir, par exemple, accepter le tiers payant, mais par contre, que ces données ne participent pas à des travaux de recherche. Par contre, ils souhaitent bien effectivement bénéficier de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire l'analyse de ces données. Enfin, parfois, on arrive dans des systèmes qui sont quand même assez complexes. Et là, ce qu'on a comme besoin, c'est d'avoir des partenaires au niveau des logiciels qui soient capables d'intégrer toutes ces préférences. Parce que parfois, ça peut aller très loin. Ça veut dire qu'au niveau du stockage de données, on doit pouvoir peut-être taguer certaines données. On doit pouvoir. Donc, c'est pas vraiment un changement d'architecture. C'est vraiment on est plutôt dans du fine-tuning qu'un changement complet. Mais qui a son importance et qui est indispensable et on doit traiter ces problèmes. Et par rapport à tous ces logiciels aussi qu'on intègre et les contraintes, on va dire, de sécurité ou légales qu'on peut avoir, c'est aussi d'avoir cet équilibre entre fluidité, facilité d'utilisation en interne, entre guillemets, c'est le plus facile d'imposer quelque chose. Mais en externe, typiquement, si on envoie un rapport avec un email, on va dire, crypté, qui demande de se créer un compte, d'avoir un mot de passe, très souvent, le médecin il va dire, mais moi, j'ai été très content avec mon fax. Et ça allait très bien, c'était plus rapide, j'avais tout de suite l'information que je souhaitais, et puis là, en fait, non, ça ne me convient pas comme solution. Donc, c'est vraiment cet équilibre et ce travail aussi pour convaincre nos partenaires de ces changements qui nous sont parfois imposés. Ouais, absolument. De toute façon, on sait très bien que la clé pour maintenir l'usage de ces solutions numériques, c'est justement la facilité d'usage, le fait qu'il n'y ait pas de friction accrue qui freine l'adoption, et que c'est sûr que nous, on le sait, on l'a vu, on a pas mal de DSI qui nous disent la clé aujourd'hui, c'est l'usage d'outils de chat, en fait, de WhatsApp, etc., au sein d'environnements médicaux où il y a de l'échange d'informations complètement sensibles sur des outillages grand public qui posent fondamentalement problème. Bon, ça c'est. Bon. S'il y avait des outils qui étaient bien sécurisés et qui étaient aussi faciles de prise en main, les gens ne se poseraient pas de questions. Donc c'est un peu le challenge des partenaires, des éditeurs, de ceux qui offrent des solutions, de combler ces vides-là et ces gaps-là, c'est sûr. C'est exactement ça. C'est même parfois très compliqué d'expliquer que l'adresse mail qui est donnée comme étant sécurisée de monsieur Microsoft n'est pas forcément ce qu'on appelle nous sécurisé en Suisse. Exactement.
Tout à fait, tout à fait. Madame Pichon, en fait, je sais que vous avez déployé justement la plateforme Incepto au sein du CHU. On a entendu les retours de M. Touli sur Incepto, c'est un seul branchement et après on a la main. Ça permet de faire, ça permet de limiter un petit peu la surface exposée de la part du CHU vers l'extérieur, etc. Est-ce que vous partagez un peu ce constat-là? Est-ce qu'il y a d'autres motivations qui sont derrière l'adoption de plateformes qui sont potentiellement les perspectives dans le futur, les développements qui sont faits, le coût d'intégration? On est bien curieux d'en savoir un peu plus. Effectivement, comme on l'a dit en introduction, hein, les sollicitations sont extrêmement nombreuses et de toute nature. Elles sont aussi très silotées. Et donc, on voit que dans tout ce foisonnement, enfin, la difficulté, en particulier pour les équipes médicales, hein, c'est de pouvoir disposer de ces algorithmes, ou en tout cas des algorithmes pertinents, sans devoir faire des recherches dans un marché complexe avec des innovations qui vont très très vite. Et de notre côté, faute d'une normalisation, en tout cas dans un passé très récent, le temps passé à faire interopérer tout ce petit monde devient vraiment insupportable. Donc, c'est vrai qu'il a fallu repenser et puis avoir cette approche de plateforme qui permette, je pense qu'il y a le couple utilisation massive de la normalisation et du cadre d'interopérabilité. Enfin, là, on est dans Ma Santé 2022 et c'était très attendu et je pense qu'on est ravis de voir qu'il y a de la convergence vers ce cadre d'interopérabilité. Ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, au-delà de… C'est l'étage en plus, ces notions de plateforme, puisque développer des flux normalisés, c'est bien. Déjà, ça nous fait gagner du temps. Mais développer moins de flux normalisés, ça nous fait gagner encore plus de temps. Donc, voilà, donc j'aurais tendance à dire que cette approche plateforme vient enrichir encore cette démarche-là initiée à travers le cadre d'interopérabilité. Donc, je pense que c'est ce qui nous a conduit à travailler d'un côté avec Incepto et puis d'avoir aussi des échanges avec vous, Lifen, hein, sur votre nouveau projet, là, Soigner ensemble. Voilà. Absolument. Nous, en fait, juste pour clore un peu notre tour de table, l'IFEN se positionne sur une initiative qui est où on comprend que aujourd'hui l'innovation, elle va venir de plein d'endroits, que justement l'effort d'interopérabilité est élevé, que pour arriver à fournir les meilleurs services aux patients, il faut assembler les meilleures solutions ponctuelles pour aider le radiologue, pour aider le cardiologue, pour aider chacune des professions, qu'aujourd'hui un patient a un parcours qui est beaucoup plus hétérogène, où il faut assembler des bouts de parcours en fait dans potentiellement plusieurs établissements. Donc coordonner tout ça, ce n'est pas simple. Ça peut devenir un casse-tête limite insoluble. Nous, on travaille de façon très proche en fait avec que ce soit l'ANS, avec Interop Santé, avec tous les acteurs en fait qui essayent de justement normer comment les données sont échangées, de spécifier tout ça et d'implémenter ça pour fournir des API pour les solutions d'e-santé qui vont les consommer, qui soient des API standards, et de l'autre côté, d'aider un établissement à se brancher une fois sur une plateforme comme IFEN et de ne pas avoir à se brancher sur 15 solutions différentes. Donc un peu dans le même positionnement et dans le même cadre de valeur ajoutée que Incepto dans le cadre de l'IA et de l'imagerie. Et donc, avec ça, je me tourne vers les questions qui sont nombreuses. Donc, je commence par la première, qui est celle de Miti Al-Amami. Bonjour, comment vous avez construit votre budget pour l'acquisition de cette nouvelle technologie? Parce que c'est très bien d'acquérir de la nouvelle technologie pour l'intégrer, mais comment on construit un budget? Comment on convainc les décideurs de ça? Qui veut prendre la main? Monsieur Boulogne, peut-être? Oui, je peux dire un mot, oui. Mais en fait, on n'a jamais de budget dédié à l'innovation dans la DSI. Donc, ça n'existe pas. Donc, par définition, on n'a pas de budget. Bon, après, le fait de travailler avec des startups et de travailler dans une philosophie de co-construction, on peut établir des partenariats et en général, on est sur de l'expérimentation au départ et le budget, il n'est pas très important. Donc,
donc moi, c'est plutôt cette philosophie. Et puis, lorsque les utilisateurs sont convaincus de l'intérêt de la solution et qu'ils l'ont évalué, de manière un peu magique, il y a un petit budget qui se dégage. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Enfin, je ne sais pas, de mon côté en tout cas. Hein. Bon, moi je dirais que comme j'avais dit précédemment, en fait, on est parti sur l'objectif et nous, un des objectifs que M. Boulogne a très bien dit, c'est de gagner du temps. Et du temps radiologue, c'est très très facile à budgétiser. Voilà, c'est clair au moins. Simplement. Ça mérite d'être clair, le ROI il est clair, le retour sur investissement est clair, Voilà. donc c'est du temps de radiologue. Ok. Je saute à une autre question qui est assez intéressante, qui est celle de plusieurs d'entre vous ont parlé il faut convaincre le radiologue plus l'IA, c'est mieux que le radiologue tout seul, l'expert plus l'IA, c'est mieux que l'expert tout seul. La question que nous pose Sarah Lasnowski, c'est y a-t-il une formation à l'accompagnement des médecins pour l'intégration et l'utilisation des plateformes d'imagerie IA? En fait, en gros, ils vont pas se réveiller le matin en disant oui, l'IA c'est mieux pour moi et je sais faire et je sais consommer tout ça. Comment ça marche? Comment vous avez introduit ça dans le quotidien de vos radiologues ou de vos médecins en général? Alors, je vais peut-être, alors on est peut-être atypique, je ne sais pas, mais enfin chez nous, c'est les radiologues qui viennent frapper à notre porte pour dire moi, j'aimerais bien tester l'intelligence artificielle sur telle ou telle situation. Donc, dans le cas de Rennes, en tout cas, on est plutôt dans le sens inverse. Et puis après, c'est la co-construction, encore une fois, entre autres avec Incepto, qui fait que les équipes, elles apprennent en même temps, quelque part. Mais c'est très intéressant. C'est un vrai sujet qu'on voit en fait souvent, qui est celui de toute cette transformation digitale, cette transformation des métiers. Comment accompagner ce changement au sein de vos équipes? Parce qu'on sait que tout ce challenge de transformation digitale est aussi organisationnel. Est-ce qu'il y a eu, moi je pose la question, enfin je prends le relais juste pour poser une question qui est celui de, en fin de compte, est-ce qu'il y a eu un impact est-ce qu'il y a eu des programmes justement de formation en interne pour tous ces services en plus, de sensibilisation, ou bien est-ce que l'adoption est tellement naturelle que ça se fait organiquement et que ça ne pose pas vraiment problème? Alors, si je peux dire un mot pour Foch, parce que moi j'ai un peu la même posture de nos radiologues qui sont vivement intéressés par tout ce qui tourne autour de l'IA en imagerie. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Christine, il faut construire la solution de manière très fluide. Donc, à partir du moment où c'est fluide, la prise en main est simple. Et puis, Incepto a été présent lorsqu'on a démarré, lorsqu'on est passé en production. Mais ça se fait très naturellement. Il n'y a pas vraiment besoin d'une formation au sens strict du terme, sens lourde. Je mets quelqu'un devant un écran et je lui explique pendant 2 heures. C'est beaucoup plus naturel, on va dire. Okay. Je rebondis sur une autre question qui est celle d'Arthur Denninger. L'IA est-elle accessible via des services complémentaires d'un marché ou d'un contrat plus large, ou bien est-ce que c'est un contrat spécifique et dédié pour acquérir ce type de service? Je vais répondre. Alors, s'agissant de Incepto et l'IFEN, je pense que vous êtes référencé dans des marchés, que ce soit côté UGAP, UniHA, RESA ou CIH, je ne sais pas dans lesquels. Et puis, ça reprend un petit peu ce que je disais précédemment, hein, lorsque on fait un travail autour de la conception d'un outil ou de la co-construction d'un outil avec une start-up, on est généralement en dessous des seuils des marchés publics. Et donc, moi, je suis un hôpital privé à but non lucratif, donc je n'ai pas forcément les mêmes contraintes que Christine. On n'est pas tout à fait soumis aux mêmes règles, mais presque. Donc, je ne sais pas, Christine, si tu peux… Oui, non, je confirme. Enfin, on essaye dans la mesure du possible de s'adresser aux centrales, CIH, RESA, etc. Et c'est ce qu'on a fait effectivement dans les 2 cas, l'IFEN Incepto. Ok. J'ai une question qui est celle de quelles sont les difficultés lors du passage à l'échelle du POC à l'industrialisation de la solution? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on commence forcément par un POC. Je ne sais pas si… Ouais, M. Touli.
Oui, là, ça, je peux en parler parce on est vraiment en plein dedans. C'est vrai que, et pour compléter par rapport à l'accompagnement, la formation, il n'y a pas vraiment effectivement besoin de formation. On dit, ben voilà ce que ça va faire, voilà comment c'est censé fonctionner. Donc, le radiologue doit savoir exactement qu'est-ce qu'il peut attendre du résultat. Et par contre, c'est sûr qu'il faut vraiment prévoir une petite période où on est en production, mais on a un suivi très, très rapproché. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est au niveau du radiologue, c'est aussi au niveau des équipes des techniciens en radiologie. Nous, on a beaucoup impliqué les techniciens en radiologie pour suivre, parce que c'est vrai que les images, ça fait partie de leur métier, et de suivre tous les résultats, de regarder, ah bah tiens, pourquoi cette donnée, elle n'a pas eu d'analyse, etc., etc. Donc, il y a quand même une première phase un petit peu après avoir dit, bah ça marche, de voir quand est-ce que, par hasard, il y a un petit couac. Il y a aussi du fine-tuning, quand je parlais précédemment aussi pour vous donner un exemple, pour tout ce qui est analyse des radios ostéo-articulaires, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit, on va surtout extraire tout ce qui était rhumatologie. Par exemple, pour pas avoir de workflow redondant, d'avoir des images redondantes. Autre chose qui a perturbé les radiologues dans un premier temps, toujours pareil, c'est l'intégration des résultats. Au départ, il y avait le résultat et il y avait les clichés qui avaient été analysés. Donc, on se retrouvait avec des clichés en double. Donc, quand on parle d'industrialisation, c'est ça. C'est-à-dire que là, après, on a quelque chose qui fonctionne. Maintenant, on veut arriver au mode Formule 1. Et la dernière étape, ça sera justement de mesurer l'impact et de voir si on arrive à avoir un système qui est complètement fluide et qui va plus vite, en gros. Je ne sais pas s'il y a d'autres challenges que vous avez rencontrés dans le passage à l'échelle, que ce soit au CHU de Rennes ou à l'hôpital Foch. Si, c'est ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense qu'un outil, il sera utilisé de manière pérenne, évidemment s'il apporte sa propre valeur ajoutée, mais aussi s'il est à contrainte minimale d'utilisation. C'est-à-dire que si on prend la détection de fractures aux urgences, par exemple, s'il faut se déconnecter de son logiciel des urgences ou se reconnecter sur son PACS ou sur le module d'IA et sortir de ces outils pour obtenir le résultat sans avoir la boucle retour pour avoir le retour de l'information, etc. Ça peut marcher dans un POC, mais ça ne marchera certainement pas en montée en charge. Donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est actuellement au CHU de Rennes sur le travail entre l'innovation et le passage à l'échelle, que ce soit sur l'IA, mais sur aussi d'autres sujets innovants, où on a à traiter des questions vraiment propres à la montée en charge, quoi. Il y a une question qui est posée que je trouve est souvent peut-être un petit peu oubliée, celle de Gauthier Lehoubé. Est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour les connexions Internet au sein du CHU pour consommer tous ces services en SaaS? Est-ce que ça met la pression sur vos infrastructures? Et est-ce que vous avez été obligé de passer vers des liens qui sont à plus haut débit et des choses comme ça? Non, pas côté CHU de Rennes. Je pense qu'on avait déjà un équipement et une bande passante suffisante. C'est plutôt les dispositifs de sécurité, puisqu'on fait des entrées-sorties, des filtrages de flux, etc. C'est plus sur ces équipements-là qu'il faut une attention peut-être particulière, mais pas sur la bande passante. Même chose pour Foch. Alors, nous, on a été obligés d'upgrader, mais on va dire que c'était pour un autre projet. Mais ce qui a permis aussi de dire on n'a aucun souci pour l'IA. Ok. Il y a une petite question de Marc Migliorelli. Est-ce que ça veut dire que toutes ces solutions que vous essayez d'intégrer doivent intégrer du SSO ou l'intégration au système d'identité interne de l'hôpital pour justement maintenir la posture de sécurité, la posture de gestion centralisée des accès, etc. Je vais répondre pour Foch. Pour moi, ça reste un challenge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas encore de SSO. On travaille sur une maquette qu'on va essayer de déployer à la fin de l'année. Mais effectivement, aussi bien pour les solutions qu'on met à disposition pour le patient, où le patient va se connecter avec son adresse mail, un coup avec autre chose, et puis encore une autre solution. J'ai à peu près la même chose en interne, même si toutes nos applications sont connectées à l'Active Directory. J'ai pas encore mis en place de SSO. Donc, on y travaille, mais moi, j'ai pas encore la solution. Mais dans l'idéal, oui,
il faudrait le faire. Madame Pichon? Côté Rennes, on a un SSO et on a dans notre démarche d'espace patient, alors qui n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais c'était un sujet qu'on avait posé en prérequis dans le développement de notre espace patient, hein, qu'on puisse naviguer d'un module à l'autre avec un SSO interne au développement. Donc, ça, c'est typiquement des sujets de passage à l'échelle. Hein, transporter le contexte du patient quand on passe d'une application à l'autre, le contexte du patient, le contexte du professionnel, on est là dans le monde du SSO. Ça fait partie vraiment des sujets cœur du passage à l'échelle, quoi. Ouais, je confirme, c'est un vrai sujet aussi chez nous. SSO, nous non plus, on fait le maximum, mais on n'est pas vraiment en SSO. Après, c'est aussi pour ça que si on revient sur les solutions d'intelligence artificielle, l'intérêt est de les mettre dans les outils de production actuels pour pas ajouter à la pénibilité actuelle encore une pénibilité supplémentaire. Au moins, comme ça, on est tranquille. Bon, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de notre webinaire. Merci infiniment de votre participation aujourd'hui. Merci Incepto d'avoir co-organisé ce webinaire. Merci Florence, merci à tout le monde, toute l'équipe. Florence, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci à vous quatre, puisque moi, du coup, j'étais vraiment en présence. Voilà, pour vous dire que Incepto était dans cette action aussi. Merci beaucoup, Dali, d'avoir animé ce webinaire. Et à Christine, Cyril, Philippe, un grand merci et du coup, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, oui. Merci à tous. Merci.